Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour commenter, analyser et décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Débat de presse s'intéresse aujourd'hui à plusieurs sujets. Nous parlerons des affrontements entre Koroluego et Boucher qui ont fait 2 morts à Ouagadougou. Nous dirons un mot sur l'attaque terroriste repoussée par les éléments de la police de Tongo-Mayel, localité située à une 60aine de kilomètres de Djibo, dans le Soum. Nous parlerons également du procès du putsch manqué de septembre 2015, notamment l'audition de l'ancien bâtonnier Maître Mamadou Traoré et la comparution du général Gilbert Djendjéré prévue pour demain lundi. Débat de presse portera également sur l'appel à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo pour la présidentielle de 2020, un appel lancé par une 60aine de citoyens burkinabés. Et enfin, en page internationale, nous discuterons de la restitution des biens culturels à l'Afrique décidée par le président Emmanuel Macron. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 3 confrères pour l'instant de la presse nationale. Nous avons avec nous Kofi Ametepe, journaliste et enseignant. Bonjour. Bonjour. Alors, Xavier Belemiégré de Radio Burkina est avec nous. Bonjour. Bonjour Stagnon, bonjour à tous. Nous avons également avec nous Hyacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Stagnon. Et nous attendons d'un moment à l'autre Dabadi Zumbara du journal Le Pays qui nous rejoindra tout à l'heure pour démarrer cette émission. Alors, mercredi dernier, 21 novembre, un affrontement entre les Koroluego et les Bouchers à Ouagadougou a fait 2 morts et un blessé grave, selon le maire, en tout cas de l'arrondissement 4, dans lequel le drame s'est produit. Les Koroluego sont venus interpeller un boucher et c'est suite donc à cette interpellation qu'il y a eu des altercations entre les 2 corps. Le bilan, vous le connaissez, donc un Koroluego et un boucher ont perdu la vie. Alors, quel commentaire vous inspire cet affrontement qui s'est soldé par 2 morts? Oui, Kofi. Oui, je pense que déjà même dans les termes, c'est très difficile de désigner exactement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'affrontement. En fait, c'est quelque chose qui était là de longue date. Hein. Les Bouchers et les Koroluego se regardaient déjà en signe de faïence depuis longtemps parce que les seconds soupçonnent les premiers de receler des animaux volés. Donc, ce n'était pas nouveau. Ce genre de choses se sont déjà produites, mais c'est la première fois qu'on atteint alors ce degré-là de dérive où, bon, on en est arrivé jusqu'à mort d'homme. Et après, tout ce qui a suivi, les chasses au Koroluego qui ont été organisées par les bouchers depuis quelques jours dans le quartier. Et donc, je pense que le moment est peut-être venu de poser clairement le problème. Ce genre donc, de situation ne doit pas perdurer dans une république, dans un état de droit. Je pense qu'on n'est pas... on a assez toléré et ceux qui doivent prendre leurs responsabilités se doivent de le faire au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Hyacinthe, c'est votre avis? Il faut agir plus vite, il faut prendre les responsabilités pour mettre fin à ce genre de situation? Bien sûr. Ce genre d'escalade, on en parle depuis mai 2016, avec au cœur en tout cas cette question d'implantation ou d'action de Koroluego, que ce soit à Tanguenong dont on parlait tout à l'heure. On a eu Tialgo qui a fait 6 morts, on a eu Karangasovike avec 3 morts, on a eu à Bassiri dans l'Est, on a eu également Makoyen-Dougou, à Kombisiri à côté, autant de zones qui ont connu des conflits plus ou moins ouverts ou plus ou moins donc sévères, mais toujours cette question de Koroluego, de pour ou contre le Koroluego, d'action Koroluego qui en vient à susciter donc de la violence. Je pense que, comme le dit un éminent confrère, même si l'État n'est pas coupable, l'État est responsable ici des morts, en tout cas de la dizaine de morts aujourd'hui du fait de l'existence de Koroluego au Burkina, et puis on parle aussi d'une quinzaine de blessés. Donc il est temps de trancher la question. Bien sûr, on a le débat sur faut-il s'en passer ou en tout cas trouver une forme
de conciliation, une forme d'implication de ces groupes d'autodéfense-là, que ce soit ceux donc Koroluego ou dans certaines autres régions, on en a encore certaines formes. Donc, comment les impliquer d'une manière générale, le processus de renseignement, le processus de lutte contre l'insécurité. Je pense qu'il faut véritablement que l'État, qui, à mon avis, a un incroyable silence sur cette question qui est assez douteux. On a vu à un moment donné, lorsque le débat faisait rage avec le ministre de la Sécurité de l'époque, Simon Compaoré, Koroluego brandit des promesses qu'aurait tenues le parti au pouvoir envers donc eux et dit qu'il n'avait plus à faire qu'au chef de l'État lui-même. Je pense qu'il faut aujourd'hui crever l'abcès et donc trancher cette question. Soit on s'en passe au Burkina, est-ce que la sécurité au Burkina s'en porterait plus mal si on n'avait plus ce genre de milices, ou si on trouve leur pertinence en tout cas assez criarde dans la donne de lutte contre le terrorisme, d'une manière générale, contre la sécurité, qu'on trouve le moyen en tout cas de formaliser cet accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces Koroluego en tout cas agissent entre griffes la légalité, puisqu'ils sont reconnus, si on peut le dire ainsi, par le pouvoir en place. Alors, pas vraiment. Oui, parce que il y a eu des textes qu'il y ait des exactions pour dire, bon, dans cette zone, on ne veut plus voir de Koroluego. C'était le cas à Tchargo, lorsqu'il y a eu des morts, on dit on ne veut plus de Koroluego. À Karangaso, lorsqu'il y a affrontement, on dit on ne veut plus de Koroluego. Aujourd'hui, oui, Simon Compaoré lui-même avait dit qu'à Ouagadougou, on n'a pas besoin de Koroluego. Aujourd'hui, après l'épisode de Zongo en 2007, on a cet épisode de Tanguay en 2018, et vous continuez dans la circulation de croiser ces membres de groupes d'autodéfense-là en pleine capitale. Où est passée donc cette autorité? Il n'y a pas véritablement cette prise. Mais il y a des textes qui avaient été donc pris pour permettre en tout cas à des personnes de se regrouper en association d'autodéfense. Oui, mais je pense que ces textes étaient pris conformément à l'esprit de ce Koroluego, selon lequel il devrait exister là où la sécurité n'arrive pas vraiment à assurer la quiétude des populations. Si vous remarquez, ces Koroluego sont beaucoup plus présentes dans des localités assez retranchées et ils font bien le travail. Quand vous prenez la zone de l'Est, quand vous prenez la zone de Léo, vers Pau, en tout cas, ils font du bon travail. Mais c'est des localités où il n'y a véritablement pas la sécurité comme il se doit. Et les textes dont vous parlez, c'était en référence à ces zones. Sinon, dans la légalité, quand même, on ne peut pas accepter que des gens viennent supplier la sécurité au cœur de la ville. Je pense que la responsabilité de l'État est engagée ici. Il faut interpeller les autorités à travers, bien sûr, les autorités judiciaires aussi, parce que là où ces gens-là aussi essaient de... On va dire, là où les gens les soutiennent, c'est parce qu'ils estiment que, généralement, à la justice, les choses traînent. Et si vous avez remarqué, on ne va pas refaire le procès de ce qui s'est passé, mais d'après qu'il y a eu convocation jusqu'à 3 reprises, et le gars a refusé d'obtempérer, de venir répondre à la justice. Alors, qu'est-ce que le procureur à l'époque a dit? Est-ce qu'on a instruit les services de sécurité pour interpeller les personnes concernées et ils ont refusé? Je pense que ce sont ces questions-là que l'État devrait véritablement trancher au lieu de laisser quand peut-être ça va exacerber et puis secourir à la dernière minute et on ne peut pas limiter les dégâts. D'accord, oui, Dabadi. Oui, bon, je pense qu'il faut d'abord déplorer cet incident qui finalement aura causé des morts parce qu'il y a quand même des morts et des blessés. Je pense que cet incident interpelle une fois de plus l'autorité sur la nécessité de mieux encadrer les activités des Koroluego. Je pense que le problème fondamental avec ces groupes d'autodéfense, c'est l'étendue de leur pouvoir. Dans un état de droit, toute force ou tout pouvoir doit être limité dans le temps et dans l'espace. Or, il me semble que ce n'est pas le cas pour ce qui concerne le Koroluego. Voyez-vous, ils traversent allègrement des frontières pour alpaguer des bandits, ils fixent eux-mêmes des amendes à payer, ils utilisent toutes sortes de moyens pour faire avouer effectivement de présumés voleurs leur forfait. Et tout cela se passe dans un contexte où il n'y a pas véritablement un regard vigilant sur ce qui se passe. Si bien qu'aujourd'hui, on a des gens qui portent des séquelles à vie. Parce que ce sont des personnes qui ont été torturées par ces Koroluego. Je pense qu'au-delà de ces pratiques des Koroluego, il y a, à mon avis, un problème plus sérieux, qui est ce désir-là de se rendre justice soi-même et qui de plus en plus nourrissent les Burkinabés. Alors je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Il faut que l'État bande les muscles dès maintenant. Sinon, effectivement, on va assister à une situation plus dramatique.
comme certains l'ont relevé, aujourd'hui déjà, ça fait plus de 10 morts en réalité. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que les gens veulent rendre justice eux-mêmes. Or, dans un état de droit, le monopole de la violence, c'est pas pour un individu. Le monopole seul l'État a le monopole de la violence. Donc, par conséquent, on ne devrait pas accepter que des corbeaux s'élèvent, arrivent dans un endroit, commencent à tirer pour que des gens s'élèvent et s'organisent pour effectivement contre-attaquer. Je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau. Maintenant, pour revenir sur l'autre aspect, je pense quand même que la plupart de ces groupes d'autodéfense ont des récépissés en termes d'association. Vous voyez, beaucoup se sont constitués en association, si bien que, bon, ils ont en tout cas des récépissés. Et tant qu'ils agissent dans la légalité plus ou moins, c'est difficile pour certains, effectivement, de les voir aux gémonies, mais n'empêche que l'État qui a la responsabilité de sécuriser les citoyens et leurs biens et de protéger tout ce qui se passe sur son territoire doit effectivement travailler à mieux encadrer les choses. Les actions donc, de ces groupes d'autodéfense sont plus ou moins appréciées dans beaucoup de localités. On trouve que leur présence est nécessaire parce qu'ils ont permis de mettre fin au vol, aux attaques à main armée, voilà, aux coupeurs de route. Oui. Sur le plan sécuritaire, tout simplement. Comme l'a souligné Xavier tout à l'heure, c'est dans les zones justement où vous avez une certaine faiblesse de présence en termes de forces de sécurité intérieure que ces corps locaux ont pu avoir des actions qui ont permis donc de mettre en exergue leur présence. Donc, c'est déjà dans ces mailles-là, ces failles laissées par l'État que les corps locaux s'engouffrent. Et il faut trouver donc, pour moi, au niveau de l'État central, les moyens de combler. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, l'État burkinabé ne puisse pas assurer la sécurité du territoire, de l'ensemble du territoire. On a un ensemble de débats sur déjà la répartition des gendarmes et des policiers qui est inégale, qui sont concentrés dans certaines zones, alors que dans d'autres, on n'en a même pas une seule représentation. Donc, il y a déjà ce travail-là à faire. Et ensuite, à renforcer. Donc, aujourd'hui, cette faille, c'est vrai que c'est cette faille qui explique un peu le succès, si on peut appeler ça un succès donc, des corps locaux. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, la responsabilité, c'est de l'État. C'est à l'État d'assurer, de combler ces failles-là et d'assurer la sécurité du territoire. D'accord, oui, Kofi. Oui, mais je pense que l'existence des corps locaux et leurs agissements posent un problème de conscience pour les autorités sécuritaires et judiciaires. Mais le problème n'est pas aussi insurmontable que ça, puisque la réglementation en termes de justice dispose que tout citoyen qui est témoin d'un fait de flagrant délit a le devoir d'en informer l'autorité judiciaire. Et donc, si les Congolais se limitaient à cela, c'est-à-dire qu'ils constatent que quelqu'un a volé, donc il va saisir le procureur ou la gendarmerie, et en ce moment, ils seraient bien dans leur rôle. Mais lorsque le Congolais se lève, ventre en l'air, entre dans un marché, menace des bouchers, qui eux aussi ils ont des couteaux, parce que c'est ça la réalité. Donc, on se retourne à l'état de nature où chacun maintenant fait prévaloir sa capacité à détruire l'autre. Et je pense que les bouchers, quelque part, l'ont prouvé. Et les Congolais ont disparu depuis quelques jours de la ville. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Là, c'est la négation même de la République. Et c'est pour cela qu'on doit revenir au fait que ce n'est pas parce que les Congolais ont rendu service à l'Est que, bon, ceux qui sont à Ouaga peuvent se permettre n'importe quoi. Le citoyen a des devoirs et des droits. Et le devoir de garantir la sécurité incombe à chaque citoyen, à nous, comme au Congolais, comme au boucher. Et donc, je pense que là, il faut tenir la parole de vérité à chacun et que les autorités aussi arrêtent de faire semblant lorsque ces gens-là agissent. On a interpellé personne, tout le monde déplore, on tourne autour d'eux, mais demain, ça va se passer encore dans une autre localité. La même chose. Aujourd'hui, en tout cas, les bouchers se sont ligués pour donner la réponse, mais on ne va pas continuer quand même comme ça. Oui, dernière réaction par rapport à la légalité, notamment les récépissés qui sont délivrés. Je pense qu'il y a quand même un encadrement qui dit, par exemple, que même si vous existez légalement, si vous attrapez un prévenu ou un voleur, vous avez l'obligation de remettre ce dernier à la police. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut insister, même si vous existez légalement, même ceux qui sont retranchés dans les coins un peu reculés,
Ils ont l'obligation de rendre ces présumés voleurs-là aux autorités sécuritaires. Parce que ce qui se passe, ils ont leur propre loi, hein, ils ont leur propre loi, ils ont leur prison. La loi ne leur donne pas cette... Oui, non, je dis ce qui se passe sur le terrain. Okay. C'est pas, il n'est pas dit que leurs lois sont des lois qui sont... L'existence des colons qui peut être tolérée dans une république, c'est comme l'a dit Kofi, c'est dans la forme d'une police de proximité, d'un relais des forces de sécurité. Mais à la base, c'est ce qui était recherché par l'État. Mais ils ont outrepassé aujourd'hui toutes les fonctions de procureur, de gendarme, de policier. La loi leur donne comme obligation et comme droit en matière sur le contenu de leur récépissé. Voilà pourquoi on arrive à des dérives. Et je pense que c'est le sentiment, comme les uns et les autres ont relevé, le sentiment d'injustice, le fait que les gens n'ont pas confiance à la justice qui fait que souvent les gens ne veulent pas répondre. Et là, il faut interpeller les autorités judiciaires à ce qu'ils accélèrent un peu les dossiers lorsque ces cas arrivent. On peut trouver une manière de régler le problème. Les Congolais peuvent prendre quelqu'un et organiser une conférence de presse pour dire « nous l'avons pris ». Et là, ils prennent l'opinion à témoin en disant « nous avons pris un boucher qui est... » Et oui, si c'était passé comme ça à Tanguay, il n'y aurait pas eu mort d'homme. Et là, ils prennent aussi la justice à témoin en disant « mais nous, on a pris quelqu'un, on va aller le remettre à tel commissariat ou à tel palais de justice et on attend de voir qu'est-ce que cette personne va redevenir. » Mais lorsque ces Congolais se permettent d'appliquer leurs propres sanctions, d'aller menacer les gens avec des armes à feu, bon, là, je pense que l'autorité se doit de prendre ses responsabilités. On a vu cet exemple à Bolsa où ils ont arrêté donc des présumés terroristes, ils l'ont remis aux autorités avec toute la présence de la presse. C'est ce genre d'action qu'il faut encourager. D'accord. Alors, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'intervention des forces de défense et de sécurité qui a permis donc de ramener le calme dans ce quartier, des forces de défense et de sécurité qui ont vaillamment défendu leur position lors d'une attaque du commissariat de police de Tongo-Mayel dans la nuit du mercredi 21 novembre dernier. Alors, le poste a été attaqué par une dizaine d'individus armés non identifiés. Un policier a été blessé. Les éléments de la police ont pu résister et sont arrivés à repousser les assaillants. Oui, Dabadi, commentaire sur ce qui s'est passé à Tongo-Mayel. Je pense qu'il faut d'abord féliciter les policiers qui ont effectivement posé cet acte de bravoure et de patriotisme, parce que en d'autres termes ou en d'autres temps, ils auraient pu abandonner les armes et prendre la poudre d'escampette, mais ils ont effectivement décidé d'apporter une réponse vigoureuse à l'ennemi, si bien qu'ils ont réussi à le mettre en déroute. Donc je pense que cette résistance farouche face à un ennemi qui, d'après ce qu'on dit, était supérieur en termes d'hommes et même de matériel, et je pense que ça caractérise le soldat burkinabé. Il est de notoriété publique que les soldats burkinabés font un excellent travail sur les différents théâtres d'opération à travers le monde. Et donc, il n'y a pas de raison, à mon avis, que ces eux, ils soient considérés comme des Kouya ou en tout cas des portrons qui n'arrivent pas à défendre leur territoire. Et ben, je pense qu'il faut souhaiter effectivement qu'on puisse maintenir le cap pour qu'on puisse véritablement organiser une vraie résistance face à ces assaillants. Naturellement, sera, à mon avis, requiert en tout cas un certain tact et même de responsabilité, plus de responsabilité de la part des autorités vis-à-vis effectivement des hommes qui défendent la patrie au péril de leur vie. Et je pense que, je l'ai toujours dit, je le répète, ceux qui nous attaquent ne sont pas des ennemis qui sont hors de notre portée. Je pense qu'avec une bonne organisation, on peut effectivement arriver aussi à porter la terreur dans les rangs de ces ennemis-là. Pour peu que la population accepte surtout de collaborer avec les forces de l'ordre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé justement à Tongo-Mayel. D'accord, oui, Xavier. Oui, naturellement, il faut louer la bravoure de ces policiers. Rappelez-vous que, bon, comme vous l'avez dit, l'attaque est un peu survenue peu après, avant 22 h, c'est tard la nuit. Un policier a été blessé. Pour qui connaît un peu la zone, c'est une zone assez désertique. Ça veut dire que c'est les ennemis qui maîtrisent rigoureusement la zone. Ce n'est pas évident que ceux qui vivent, ceux qui sont généralement à Ouagadougou puissent maîtriser la zone. La bravoure des policiers, mais il faut aussi peut-être interpeller les autorités, parce que j'entendais le syndicat, le SG du syndicat de la police qui a décrié un peu le fait qu'ils ne sont pas assez bien équipés, mais avec le peu qu'ils ont,
je pense qu'ils arrivent à fournir un travail formidable. Il faut les féliciter, les encourager et surtout en parler pour ceux qui sont aussi dans certaines localités qui ont peur naturellement parce que vous ne savez pas jusqu'à combien l'ennemi est armé. Et lorsque des soldats arrivent à repousser ces ennemis, ça donne du tonus à ceux aussi qui sont dans ces zones assez difficiles-là, de s'armer de courage et de se préparer éventuellement lorsque ces événements arrivent. D'accord, oui. Alors, Kofi, on a peut-être vu tout ça, hein, il faut le dire clairement, c'est sur les réseaux sociaux finalement que l'information a été le plus relayée autour de cette attaque repoussée. Oui, c'est vrai que même dans les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas eu plutôt mort du côté des forces de défense et de sécurité, même les réseaux ont été assez discrets sur la question. Mais je pense que ce qui s'est passé à Tongomayel a valeur symbolique. N'oublions pas que c'est dans la province du Soum, qui est considérée comme l'épicentre même du terrorisme dans notre pays depuis 2016. Et donc, que des policiers arrivent à résister à des assaillants dans cette zone-là, à 60 km de Dibo, mais là, il faut féliciter ces gars. Ça veut dire que, quelque part, ce n'est pas de la fatalité. Et que c'est possible, dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, de trouver les moyens de mettre en déroute en attendant de maîtriser complètement le phénomène. Et donc, c'est quelque chose d'important parce qu'on arrive au bout de la deuxième année du péril terroriste que nous subissons. Et que, donc, ça veut dire que progressivement, on n'a pas abandonné Tongomayel parce que ce n'est pas la première fois que le commissariat est attaqué. Tongomayel n'a pas été abandonné. Et aujourd'hui, on a donc des hommes, on a du courage, on a un peu de matériel. Il reste à le faire. Quand vous voyez, ils ont réussi à les mettre en déroute. Imaginez que si on avait aussi un dispositif aérien, il suffisait simplement de prendre ces gens en sandwich et puis on les éliminait une bonne fois pour toutes. Mais là, ils sont retournés dans la nature et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc, ça interpelle un peu pour montrer que c'est une action qui doit être coordonnée entre les différentes forces. La police a réussi à les chasser, mais il faut que l'armée de terre, l'armée de l'air, qu'on arrive à les retrouver et à les mettre définitivement hors d'état de nuire. C'est bon pour le moral, à quelques jours de la fête nationale, de dire encore qu'on a des policiers, on a des gendarmes, on a des militaires sur lesquels on peut compter. Oui, Hyacinthe. Alors, le journaliste que je suis tenté d'attendre d'être édifié toujours par rapport à ce qui s'est passé à Tongomayel avant de pouvoir véritablement saluer la résistance farouche ou la riposte vaillante donc, saluée par les uns et les autres. Mais je pense qu'il y a autant de questions qui demeurent. Kofi en a parlé. Une dizaine de personnes en moto qui viennent ouvrir le feu sur le commissariat et qui repartent. Je pense qu'il y a quand même des questions qui demeurent, qui méritent réponse. Mais il semble également que nous sommes en guerre de communication dans la guerre contre le terrorisme. Donc, bravo aux forces de sécurité intérieure qui ont, en tout cas pour cette fois, travaillé à ce qu'il n'y ait pas de dégâts matériels et même des pertes en vie humaines, visiblement. Et également, ce n'est pas qu'à Tongomayel, il y a également le cas à Satiri, dans la même semaine, où, en tout cas, on a vu qu'ils n'ont pas pu atteindre leur but. Je pense que c'est en cela qu'il faut peut-être louer ce qui a été fait comme action et espérer que ce soit un tournant dans tout ce qui a comme donne terroriste au Burkina, qu'on puisse désormais avoir ce genre de positionnement, avoir ce genre de résultats et pourquoi pas au-delà avec en tout cas plus de renseignements et plus d'équipements, on l'a un peu souligné ici sur ce plateau, pour pouvoir contrecarrer et même anticiper sur ces actions-là pour véritablement montrer donc aux yeux du monde et aux yeux des terroristes que nous avons fait un pas et que désormais plus personne ne viendra, que ce soit à Ouagadougou-Ville ou que ce soit dans la contrée la plus reculée du Burkina, frapper un poste sensible ou une personne visée et répartie impunément. Voilà un peu, en tout cas, ce en quoi il faut espérer que ces différentes actions... Là, ils ne sont pas repartis. Voilà, et on a anticipé. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement dans ce ordre d'idée qu'il faut. Justement. Vous avez parlé de communication. Alors, est-ce que vous êtes satisfait, en tout cas, par la communication qu'il y a eu autour de cette attaque repoussée, Hyacinthe? Il y a eu en tout et pour tout qu'un seul communiqué de la police. Pour dire, voilà, il y a eu, ce sont les termes utilisés, riposte farouche, résistance vaillante. Donc, pour l'instant, journalistiquement, on n'a qu'une seule version. Donc, déjà, c'est pour ça que je dis, il faut peut-être attendre d'être édifié. Maintenant,
cette communication, elle s'améliore, il faut le reconnaître, par rapport à la pratique. Il y a quelques mois, il y a 2 ans déjà, on s'améliore progressivement. Aujourd'hui, au moins, on a, lorsqu'il y a une situation, des personnes qui peuvent plus ou moins confirmer ou infirmer au niveau des forces de sécurité intérieure ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et progressivement donner des informations. Ça, c'est déjà un pas qu'on a franchi. C'est vrai que le phénomène était assez nouveau, aussi bien pour les forces de défense et de sécurité que pour les journalistes même, ou le monde en tout cas de l'information et de la communication. Donc je pense que progressivement il y a ce travail-là qui est fait, il faut le saluer, et ce travail est d'autant plus, connaît d'autant plus de pression que vous avez souligné. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, très vite. J'habite à Tongomaël, je dis il y a des tirs, je n'ai pas besoin d'être dans le carcan journalistique de recouper les sources, je lance l'information et ça prend très vite ces gens de force. Donc il y a cette pression qui est déjà mise sur les journalistes déjà pour forcément confirmer ou infirmer cette information, et sur les forces de défense et de sécurité de dire ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a tous ces faits-là qui concourent à de l'amélioration, en tout cas selon vous, dans cette communication. Réaction, sinon on va passer au prochain sujet. Là, on parle de justice avec le procès du putsch manqué de septembre 2015 qui se poursuit au tribunal militaire. Alors, le jugement cette semaine a surtout été marqué par l'audition de l'ancien bâtonnier, maître Mamadou Traoré. Alors, notre propos ici, il est clair, ce n'est pas bien sûr de faire le procès à la place du tribunal militaire, mais de dire tout simplement ce qui s'est passé lors donc, du passage du bâtonnier à la barre. Alors, selon maître Mamadou Traoré, alors il dit s'être rendu, en tout cas au camp Nabakoum, le 16 septembre pour porter un message du président sénégalais Macky Sall au général Gilbert Diendéré qui n'arrivait pas à joindre Diendéré, Macky Sall qui n'arrivait pas à joindre Diendéré, mais selon le parquet, en tout cas l'ancien bâtonnier, s'est rendu là-bas parce qu'il est tout simplement un conseil juridique du général Diendéré. Oui, Kofi. Oui, je pense que les commentaires ou les analyses qu'on peut faire sur le sujet aujourd'hui, comme moi je l'ai dit la première fois où on parlait aussi de notre confrère Ouedraogo Adama qui a comparu devant le même tribunal, ça reste un procès historique. C'est la première fois dans notre pays qu'un coup d'État fait l'objet d'un procès public et auquel on permet donc aux journalistes de venir faire des reportages. Et le plus important, c'est la leçon qu'on peut tirer de ça. Coup d'État, oui, mais il n'y a pas eu que des militaires dans cette affaire. Il y a eu journalistes, maintenant il y a avocats, pas seulement n'importe quel avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très sérieux, que nous devons observer de très près et en tirer suffisamment de leçons pour le destin commun que nous voulons construit pour le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez, chacun veut utiliser sa profession pour dire, oui, moi, dans ma profession, je devais ou j'avais le droit d'être là. Mais ici, il s'agit de coup d'État, c'est-à-dire de renversement de l'ordre. On était en pleine transition pour lequel, en tout cas, une majorité s'est dégagée pour dire, la voie, c'est de remettre de nouvelles institutions en place. Si ça se renverse, je pense que la première chose à faire d'abord, c'est de se dire, on ne devrait plus dans ce pays être à accéder au pouvoir par la force. C'est ma conviction la plus profonde. Et que ce procès travaille donc à ancrer cette façon de concevoir le pouvoir dans la tête des Burkinabés, des Africains de façon générale. Bon, ce sera gagné pour le procès, à mon avis. D'accord, oui, Xavier. Alors, moi, la leçon que je retiens dans l'audition de Maître Traoré, c'est l'intervention de Maître Farama. Vous savez, il a dit qu'il était un peu gêné, quelle que soit la décision qui allait être rendue. Vous l'avez dit, on ne va pas revenir un peu sur les arguments que Maître Mamadou Traoré a essayé de défendre, mais il a dit qu'il condamne d'abord le fait que l'Union des avocats de l'UEMOA ait défendu leur confrère lorsqu'il a été accusé dans cette situation. Il l'a dénoncé en disant, bon, c'est vrai, nous prions dans la même chapelle, nous ne prions pas pour le même Dieu. C'est l'exemple qu'il a pris pour dire que les valeurs défendues par Maître Traoré, quand il dit qu'il est, en tout cas, il est doté d'une certaine valeur, donc il ne partait pas pour soutenir le général en tant que putschiste, mais
lorsque vous êtes dans une profession et lorsque ces genres d'événements arrivent, bon, je pense que le minimum des choses, c'est de revoir un peu la déontologie qui encadre votre métier avant de prendre certaines positions. Et le fait que Maître Farama dénonce un peu le fait que l'Union des avocats de l'UEMOA ait défendu Maître Traoré avant même qu'il ne soit cité pour comparaître, mais rappelle que il y a dans certaines structures, par exemple, vous pouvez être à la hauteur, à la tête de certaines structures, vous prenez des positions par rapport à certaines situations données et c'est lié à votre intime conviction. Ce n'est pas forcément les valeurs partagées par l'institution que vous incarnez que vous prenez la décision. C'est généralement les structures syndicales ou autres structures qui prennent souvent des décisions sans consulter la base. C'est vrai qu'il est bâtonnier, mais est-ce qu'il avait le droit, voilà, de prendre une telle position, voilà, lors de ce coup d'État? Je pense que c'était trop osé et quand même c'est la leçon que je retiens. Et je pense que ça doit aussi faire réfléchir beaucoup de personnes qui sont à la tête de certaines structures lorsque des événements assez difficiles arrivent. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'a pas senti cette solidarité donc, de l'Union des avocats dont vous parliez autour de ce procès, justement? On a un peu senti aussi que même les autres avocats, voilà, il y avait une certaine forme de solidarité pour l'ancien bâtonnier. Oui, naturellement, mais je pense que c'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut peut-être voir les valeurs défendues par rapport à l'éthique et à la déontologie qu'incarne la profession d'avocat et les faits pour lesquels Maître Mamadou Traoré est poursuivi. Je pense que là-dessus, Maître Farama l'a dit, quelle que soit la décision qui sera rendue, il serait un peu gêné. C'est pour dire que, quelque part, Maître Mamadou Traoré, en tant que barreau, président du barreau à l'époque, en tout cas ne devrait pas poser certains actes. D'accord, oui, Dabadi. Oui, moi, il y a quelque chose quand même qui me surprend dans ce procès et je pense que je ne suis pas le seul. Quand vous regardez un peu tout ce qui défile devant les juges, tout le monde plaide pratiquement non coupable. Alors, personne n'a pratiquement rien fait. C'est comme si le coup d'État avait été fomenté par des ovnis. Non, pas tout le monde. Sauf quelques exceptions près. Voilà. Maître Yamego a reconnu que si c'était à refaire, lui, il le ferait. Bah, ok, d'accord. Mais il n'a pas plaidé coupable. Il a plaidé non coupable. Tout le monde pratique. Il a dit qu'il était pour le coup d'État. Oui, mais il n'a pas plaidé coupable pour les chefs d'accusation qui sont reprochés, qui lui sont reprochés. Exactement. Donc je pense que pratiquement tout le monde a la même stratégie de défense. Et moi, ça me fait quand même peur. Je pense que peut-être qu'il faut souhaiter que le général dans l'audition va débuter certainement demain ou après-demain se montre assez digne de son rang d'officier supérieur pour dire effectivement toute la vérité ou du moins ce qui en tout cas s'est passé pour que les Burkinabés puissent comprendre. Je pense que cela est extrêmement important pour l'histoire du Burkina Faso. Je pense que ce procès, à mon avis, est une occasion idéale pour les prévenus de dire toute la vérité. Parce que c'est un procès pédagogique. Quelqu'un l'a dit, c'est quand même la première fois qu'on voit un procès d'un coup d'État se dérouler de façon publique et auquel les citoyens sont autorisés à y prendre part. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que pour même la réconciliation, il faudrait que toute la vérité soit dite au cours de ce procès. Parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas accorder le pardon à quelqu'un qui n'a rien fait. C'est sauf celui qui a péché et qui reconnaît son péché qu'on peut effectivement dire, bon, on lui accorde le pardon parce qu'il a fait amende honorable. Mais dans cette situation, pratiquement, chacun vient et dit, bon, j'ai posé tel acte suivant les ordres de mon supérieur ou j'ai posé tel acte parce que je devrais le faire compte tenu de ma profession. Voyez cette ligne de défense. Et c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, si vous faites une analyse profonde sur la situation ivoirienne, c'est à peu près la même chose. Quand vous regardez les Babo au moment où effectivement ils étaient jugés, et tous pratiquement, ils ont plaidé également non coupables. Si bien qu'aujourd'hui, la question de la réconciliation reste toujours un sentier anti. Hyacinthe sur la question.
Non, juste sur la question du non coupable, je pense que c'est en lien aussi avec les chefs d'accusation. Si on vous dit que vous êtes auteur de meurtre ou complice de meurtre, vous êtes quand même en droit de dire oui, je reconnais, non, je ne reconnais pas. Donc je pense que ce n'est pas outre mesure. Et maintenant, c'est au parquet justement d'apporter le preuve. Vous dit effectivement, vous avez été auteur de meurtre ou complice de meurtre, notamment, ça fait partie des chefs d'accusation qui reviennent le plus souvent. Donc je pense que, outre mesure, on peut comprendre cette position prise par les accusés. Maintenant, bien sûr, sur le procès lui-même, on ne peut rester que dans la forme puisque le fond reste l'apanage du tribunal militaire. Mais si cette forme, notamment sur le passage de Maître Mamadou Traoré, moi je reste toujours meurtri du fait qu'on ne puisse pas avoir cette couverture médiatique à grande échelle, en direct sur certaines chaînes de ce procès, parce que les uns et les autres ont souligné le caractère historique et pédagogique. Aujourd'hui, ce n'est pas que le procès des événements de septembre 2015. On a à l'intérieur du procès un véritable procès de l'armée burkinabé, de son fonctionnement, un procès du journalisme même aujourd'hui, d'investigation ou de la pratique du journalisme, un procès du barreau, on l'a vu avec Maître Mamadou Traoré, de la fonction d'avocat. Donc on a autant d'éléments qui aujourd'hui méritent que soient portés, en tout cas à l'échelle. Et je suis étonné qu'on n'en soit pas à la situation où des facultés de droit ou des citoyens prennent d'assaut déjà la salle de Baké, parce que chaque jour on est édifié donc sur certains pans, que ce soit sur le positionnement du droit, mais sur la pratique dans certains métiers, c'est des cas pratiques que l'on vit au quotidien. Comment se positionner par rapport à certaines situations? Je pense qu'il y a autant de leçons qui peuvent servir aux citoyens. Et aujourd'hui, on est en train de passer, comme on le dit, au gros morceau même des accusés, et notamment celui qui est considéré véritablement comme la boîte noire des événements de septembre 2015. Justement, on va en parler. Est-ce que vous pensez que peut-être avec l'audition justement du général Gilbert Diendéré, considéré en tout cas comme le cerveau ou le patron de ce coup d'État manqué de septembre 2015, on va finalement avoir la vérité, voilà, les responsabilités seront situées. Je pense que le procès commence, l'audition en tout cas du général commence soit demain, soit mardi. Oui, c'est vrai que le procès amorce son tournant décisif et déterminant. Mais il ne faut pas oublier que la déposition des présumés coupables devant le tribunal ne met pas fin au procès. Il va avoir encore des confrontations. Et je pense que le tribunal gagnerait à lever cette restriction, parce que c'est au nom du peuple burkinabé que la justice est rendue. Il n'est pas normal donc, que le peuple ne soit pas au courant, ne soit pas informé en direct sur ce qui se passe. Même à La Haye, vous pouvez suivre le procès tel qu'il se déroule. Et c'est un élément important qu'il faut rattraper au plus vite, parce que ça va beaucoup aider justement à comprendre comment fonctionne notre armée, les avocats, les hommes politiques, comment les uns et les autres se sont positionnés pour créer ce pouvoir qui paraissait indéboulonnable. Parce qu'aujourd'hui, si on veut refaire les choses, il faut se donner le temps de comprendre comment ça a fonctionné. Du reste, je reste convaincu aussi que les étudiants, les chercheurs, les journalistes qui suivent le procès sauront aussi nous refaire des analyses en publiant des bouquins. Aujourd'hui, on a des hommes politiques qui prennent de plus en plus goût à publier ce qu'ils ont. Et je pense qu'en cela, le livre de l'ancien Premier ministre Zida n'était pas innocent. Il a jeté, sans être au procès, il s'est invité au procès en envoyant son livre. Et je pense qu'on gagnerait donc à permettre qu'on connaisse la vérité. Et c'est en cela qu'après, la réconciliation devient plus facile. Parce que quand on sait que ce que l'autre a fait, on peut le comprendre. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de condamner sans comprendre l'autre. Et lorsque l'avocat explique, on comprend alors, par exemple, pour Maître Mamadou Traoré, qu'il était un proche du général. On peut utiliser cette position pour sauver une situation. Sauf qu'il n'a jamais fait de déclaration publique pour dire que lui, pendant le coup d'État, il avait le souci de la sécurité du président Kafando et du Premier ministre Zida. Ça, cette déclaration, on ne l'a jamais entendue. Donc, vous voyez, donc on comprend peut-être que des fois, l'amitié prend le pas sur le devoir de dire la vérité. Donc, moi, ce sont ces aspects-là auxquels je m'intéresse. Oui, alors Xavier. Bon, peut-être l'audition du général Diendéré va nous édifier. Ça va étonner qu'il plaide non coupable parce qu'il avait accepté à demi-mot en 2015 en acceptant qu'il a endossé la responsabilité.
Mais n'entendons pas, en tout cas l'issue du procès à l'audition du général Diendéré. Il y a une quarantaine de témoins qu'il faut écouter. Alors après ça, il faut confronter les plaidoiries. Je pense que c'est encore un long chemin qu'on va observer. Et il y a aussi un autre général qu'il faut entendre, le général Djibril Bassolé. Bon, c'est vrai que c'est la phase décisive, mais je pense que d'ici, on aura encore du temps avant... Oui, ça c'est certain. Alors, oui, Dabadi, très rapidement. Il est difficile de dire qu'avec l'audition de Gilbert Diendéré, on aura toute la vérité. Ce n'est pas évident, même s'il faut effectivement le souhaiter. Comme je le disais, ce procès, il est historique. Et je pense que de ce point de vue, chacun des accusés devrait vraiment accepter, dire toute la vérité. Ce n'est pas parce qu'on aura dit toute la vérité qu'on peut être recoupé d'une condamnation très lourde. La justice aussi peut être clémente parce que vous avez accepté de dire véritablement ce qui s'est passé. Mais quand on regarde le déroulement jusqu'aujourd'hui, moi j'ai bien peur qu'on en arrive à un procès où certains seront certainement condamnés par l'intime conviction des juges. Et si effectivement, au terme des confrontations avec la présentation certainement des preuves et autres, il n'y a pas... les nazis n'arrivent pas à accepter. Parce qu'on a vu déjà que par rapport au PV, pratiquement la majorité n'a pas accepté les PV. Donc ça veut tout dire. J'ai l'impression qu'il y a une ligne de défense dès le départ. N'oublions pas que dès le départ, il y a eu tellement de problèmes. Des avocats se sont déportés, etc. Parce que tout avait été mis en œuvre pour que le procès même ne puisse pas aller loin. Bon, donc je ne suis pas convaincu qu'avec l'audition des généraux même, toute la vérité sera dite. D'accord. Alors, il faut le souhaiter. Voilà. Il y a un autre aspect, je ne sais pas si beaucoup en ont parlé, le fait que des avocats estiment qu'ils ne sont pas payés comme ils se devaient. Parce que ça aussi, ça peut être une cause qui peut bloquer le procès. Parce qu'ils disent qu'il devrait avoir... Il s'agit des avocats commis d'office. Voilà, oui. Des avocats commis d'office pour la défense de certains accusés. Ils disent qu'ils devraient percevoir 1 million. Et lorsque le procès a amorcé une certaine allure, ils allaient percevoir 50 000 francs par jour. Et depuis qu'ils ont pris les 900 000, jusqu'à présent, ils n'ont plus rien eu. Bon, je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est le tribunal militaire ou c'est l'État dans son ensemble qui gère un peu cette cagnotte-là. Il va falloir peut-être débourser le cordon de la bourse pour que ça ne grippe pas au fur et à mesure qu'on avance dans ce procès. Justement, d'accord. Alors, on va s'arrêter là pour ce sujet et parler de cet autre sujet, le coup d'État. Bien sûr, c'était pour prendre, si on peut dire comme ça, la tête de l'État. Alors, l'actualité reste également marquée par cet appel d'une soixantaine de Burkinabés à la candidature de l'ancien Premier ministre et ancien président de la commission de l'UEMOA, Kadri Désiré Ouédraogo, alors pour être président, en tout cas candidat à la présidentielle de 2020. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet appel de ces citoyens? Oui. Alors, votre transition est déjà symptomatique de la situation en passant de... Donc, parce que véritablement, c'est vrai qu'on a l'appel à la candidature des 65 signataires donc, de cet appel à mobilisation citoyenne, comme ils l'ont appelé, qui appelle à Kadri Désiré Ouédraogo à être candidat. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'homme, en tout cas, qui a 65 ans aussi, comme de coïncidence, a quand même le CV de l'emploi, si on peut en tout cas le dire, c'est-à-dire quand on se fie en tout cas à son expérience nationale et internationale, je pense qu'il peut être un candidat sérieux. Mais la question maintenant demeure sous quelle bannière il va pouvoir se positionner s'il est candidat à la présidentielle de 2020. Est-ce celle du CDP? Et donc, si c'est celle du CDP, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura un coup d'État à l'intérieur du CDP? Parce qu'aujourd'hui, véritablement, on a bien un candidat plus ou moins, un profil, un porteur robot en tout cas, d'un candidat du CDP qui se dessine depuis donc, la présidence prise par Edi Komboigo. Comment les choses vont se passer? C'est toute la donne aujourd'hui parce que l'homme n'a pas encore réussi, même s'il a toujours été pressenti donc, comme une carte à jouer, déjà sous la transition, avec donc, la mise à l'écart, avec la loi dite shérif de certains tenants du CDP. Mais il n'a pas pu passer. Il y a aussi, lors des élections à la présidence donc, du parti, son nom est revenu sur les tablettes. Il n'est pas
il n'a pas été candidat, c'est finalement Brahma Badini et Edi qui sont affrontés. Donc, c'est la question, c'est quel est son poids réel à l'intérieur du parti du CDP, quelles sont éventuellement les différentes coalitions qu'il peut avoir et qui donc va véritablement pouvoir permettre à cette donne-là d'être candidat en 2020. Aujourd'hui, c'est véritablement la question. Candidat du CDP ou candidat indépendant. Ça, c'est une autre. Il n'y a plus de questions à se poser. Kado n'a plus envie d'être candidat du CDP. Ou du reste, il voit bien que les choses ne vont pas en sa faveur. C'est pour ça qu'il sort un peu, on donne l'impression que c'est spontané. C'est un peu comme les auditions devant le tribunal. C'est bien préparé, son coup, voilà, les gens ont bien signé. Mais avant, on nous a préparé à cet appel des citoyens. Donc ne soyons pas naïfs. Kadri veut en tout cas entrer dans l'arène, cette fois-ci par lui-même et non plus par le CDP. Et c'est là où le jeu devient intéressant. On est en fin 2018, ne l'oublions pas. Et donc, même au niveau du CDP, il va falloir batailler dur pour que le candidat se positionne. Et c'est maintenant. Et je pense que ce qui réconforte, c'est que finalement, ça a servi à quelque chose de faire une insurrection. Et le jeu politique, les hommes politiques ont du boulot. Ce n'est plus comme avant où, après les élections, ils allaient s'asseoir, ils laissaient grossir leur ventre et après ils revenaient. Maintenant, ils ont du travail. Il y a du travail à faire, il y a de l'offre. Et ça permet, et plus l'offre est déclarée, le plus tôt, ça permet aux citoyens donc de se positionner. Justement, Kadri, jusqu'à présent, lui-même n'a rien dit, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez justement qu'il va accepter? On a déjà vu ça avec la candidature de Bassolé en 2015, justement, où des jeunes, voilà. Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent pour mobiliser? Bon, ne soyons pas naïfs. En tout cas, ils ont reçu plus ou moins son accord tacite avant de faire ça. De mon point de vue, ce n'est pas exclu qu'il ne soit le candidat naturel du CDP, dans la mesure où Edi l'a dit à demi-mot, parce qu'il a dit on va choisir le candidat bientôt. Généralement, c'est les présidents de partis qui se portent candidat. On a vu, Zéphirin a déclaré sa candidature lors de son dernier congrès. Voilà, le président du FASO actuellement, lui aussi, il a déclaré sa candidature. Alors, si Edi Kongwebo, lors de la rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès, a dit que dans les jours qui viennent, on va choisir le candidat qui va représenter le parti, et quelques semaines après, ou quelques jours, disons quelques jours après, on voit une signature qui vient un peu partout, parce que si vous observez un peu la liste, ça vient pratiquement de toutes les contrées du Burkina, qui décide de porter Kadri Désiré Ouedraogo, qui, de mon point de vue, aussi était militant du CDP, parce qu'à preuve de contraire, il n'a pas encore été exclu du parti. C'est pour dire que, quelque part, c'est un candidat du CDP. Même si ceux qui ont déclaré... Ce n'est pas le CDP qui a officiellement déclaré... Même si ceux qui ont déclaré ont dit... Ils ont dit quelque part... C'est un acte d'indiscipline dans un parti. C'est pas eux. Non, mais ils ont dit à demi-mot... Dans leur déclaration, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils proviennent... S'il s'agissait du CDP. Où on est parti pour une alliance politique assez diversifiée. Ça veut dire que ça peut être du CDP et des autres partis politiques. Donc, attendons de voir. Nous sommes dans un pays de savane. Mais j'ai aimé un peu leur manière de se dissimuler, parce qu'ils ne sont pas déclarés à visage découvert. Ils n'ont pas dit qu'ils appartiennent à un parti politique quelconque. Ils ont dit simplement qu'ils proviennent de gens de divers horizons, et pris par ce sentiment de changer un peu les choses. Mais les jours prochains, certainement, seront décisifs pour cette candidature. Oui, alors, Dabadi. Moi, cet appel ne m'a pas surpris, parce que quand même des confidences qui nous parvenaient, il était effectivement dire que Kadri sera candidat en 2020 et que cette candidature allait être suscitée justement par un certain nombre de personnes, notamment venant des différents partis politiques. Alors, ce qui me surprend un peu, justement, c'est le profil de ceux qui ont fait la déclaration. Quand vous parcourez la liste, il n'y a pas un homme politique emblématique qui a signé. Pas de nom bien connu. Exactement, bien connu. Et donc, c'est plus des gens, en tout cas, j'allais dire d'un certain niveau, qui vont faire ce travail. Mais n'empêche qu'il faut prendre cette candidature-là au sérieux. Parce que, comme je le disais tantôt, n'oublions pas qu'en 2015, Kadri Désiré Ouedraogo avait été annoncé. Sa candidature avait été annoncée. Et finalement, ça n'a pas eu lieu, tout simplement parce qu'il y a eu des manœuvres à l'intérieur du CDP
par certains pour effectivement l'empêcher d'arriver à temps et de pouvoir faire acte de candidature. Et donc, cette fois-ci, il y a une annonce qui a été faite. On attend effectivement de voir, mais il faut dire que si cette candidature effectivement devrait être portée par le CDP, il faudrait craindre une implosion au sein du parti, c'est clair, parce que c'est sûr que vous avez des gens aussi qui nourrissent des ambitions présidentielles. Et ces derniers ne vont jamais accepter que Kadri soit candidat en 2020. À moins qu'il ne soit imposé, ce qui est bien possible. Et même si c'est le cas, eh bien, ça ne va pas effectivement, en tout cas, constituer une bonne chose pour le parti, parce qu'il y aura effectivement des divisions. Ça va venir, c'est une évidence. Bon, on va attendre de voir ce qui va se passer, en tout cas dans les... Voilà, qu'ils disent qu'il va répondre favorablement à l'appel. Voilà. En tout cas, l'appel est tellement bien documenté que... Je me demande s'il n'a pas été consulté. Bien sûr, oui, c'est quand même... On verra tout ça peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Alors, on va parler donc d'un tout autre sujet, notamment la décision donc du président français Emmanuel Macron de restituer à l'Afrique les œuvres donc qui ont été emportées en Europe pendant la période coloniale et placées dans les musées français. Alors, c'est à Ouagadougou, ici même, lors de sa visite l'année dernière, qu'Emmanuel Macron avait pris ou en tout cas annoncé cette décision. Alors, c'était une décision, Kofi, qui était attendue par beaucoup de pays africains. Oui, d'une certaine façon, on peut dire que Macron tient sa promesse, en tout cas sur ce sujet-là, mais il ne faut pas se laisser distraire, parce que déjà... Le président Patrice Talon du Bénin avait courageusement déjà fait la démarche en demandant à la France de restituer. Et ce n'est pas seulement des objets qu'il faut ramener chez nous, parce que d'abord, on n'est même pas sûr qu'on a, un cadre bien organisé pour remettre ces objets-là dans leur fonction première. Mais ensuite, combien d'argent ces objets ont généré pour la France depuis toutes ces années? Oui, justement, en il France, faut poser, tout le monde n'est pas de l'avis de Macron. Tout à fait. Donc, il faut poser les bonnes questions. Il ne faut pas, une fois encore, voilà, laisser la proie pour l'ombre. La question, ce n'est pas de savoir si on restitue ou on ne restitue pas. Pourquoi ils l'avaient pris? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Qu'est-ce que ça a causé en Afrique pendant tout ce temps où on a enlevé à quelqu'un ce qui faisait son être culturel, si on peut parler ainsi? Donc, le problème est plus profond. Il ne faut pas que les intellectuels africains se laissent distraire par ces gestes politiciens où on donne d'une main et on reprend de l'autre. Macron, aujourd'hui, a besoin de l'Afrique. Il a besoin qu'on oublie cette histoire de francs CFA, de tout le débat, de toute la révolte un peu qui est en train de mûrir de l'intérieur, parce que la génération actuelle d'Africains a besoin d'autre chose que de ces histoires d'un moment, vous êtes trop fâchés, on vous donne quelque chose. Non, on veut tout désormais. Et il faut se préparer pour avoir tout. Pas seulement les biens culturels, mais toute la culture africaine qui a été démontée. Et donc, il faut faire attention, à mon avis. Moi, en tout cas, ça ne me réjouit guère. Ça me plutôt me met dans une position de doute, d'un doute méthodique qui devrait donc amener à poser les vraies questions. D'accord. En tout cas, le président, je pense, français a décidé de ramener, ou en tout cas de rapatrier vers le Bénin 26 œuvres réclamées justement par les autorités béninoises. Oui, Yacine, très rapidement. Alors, on parle de 90 000 œuvres africaines déjà recensées par le comité mis en place, mais je pense que c'est en cela que c'est intéressant, parce que c'est une promesse faite par Macron déjà à l'entame de son mandat et renouvelée ici à Ouagadougou. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Déjà, le code du patrimoine français, en tout cas encore les experts, ne permet pas de rapatrier toutes ces œuvres-là. Il faut forcément relire ce code-là pour permettre... Le comité qui a été mis en place, en tout cas, a remis son rapport et il recommande justement que la législation française puisse évoluer pour pouvoir faciliter... Mais le comité n'aborde pas justement la donne. On n'est plus qu'à recevoir les objets. Il y a tout ce qu'il y a eu, comme Kofi l'a si bien dit, tout ce qu'il y a eu, comme on l'a embauché un millier, ça a généré des fonds, des personnes sont venues visiter, payer pour... Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ces fonds générés? Parce que tout cela revient donc à l'Afrique, à César, ce qui est à César. Et je pense que c'est en cela qu'il ne faut pas rester sur l'émotionnel en disant oui, on a récupéré nos objets, mais ça fait plus de 50 ans que ces objets ont passé par le musée, ont généré des fonds. Aujourd'hui, tous ceux qui ont donc des objets qui vont récupérer sont en droit de récupérer tous les
les droits générés ou les fonds générés en tout cas par ces objets-là au-delà donc en France. Donc je pense qu'il y a cette donne-là à forcément mettre en œuvre également en même temps qu'on améliore la législation donc pour pouvoir permettre de rapatrier ces œuvres. Oui, alors Xavier. Je suis inquiet parce que au-delà de ce que ça a généré, qu'est-ce que ça devrait générer encore? Parce que c'est des entreprises qui vivent de ces musées-là en France. S'il faut relire le texte pour pouvoir expatrier ces œuvres en Afrique, ça veut dire qu'il faut peut-être mettre des gens en chômage et qu'il faut peut-être revoir le budget de fonctionnement de certains musées, ce qui ne va pas être facile. Moi, je suis un peu inquiet et je ne crois pas un peu à l'euphorie qui est annoncée après ce que les gens attendent de ça. Ce qu'il faut peut-être interpeller aussi, c'est la conscience africaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'avenir? Est-ce que les Français ne continuent pas à exporter ces œuvres-là? Parce que ça, c'est depuis, je vais dire, de longues années. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses ne se passent pas? Je pense qu'il faut peut-être interpeller la conscience africaine ici pour qu'on puisse sauvegarder ce qu'on a pour que ça ne parte plus en Europe. La question qui se pose également, est-ce que les États africains sont mieux préparés, en tout cas, pour accueillir ces objets d'art qui, normalement, en tout cas, ont besoin d'endroits spécifiques pour la conservation? Non, ils n'ont qu'à les envoyer. Vous avez un musée en voie de disparition. Voilà, ils n'ont qu'à les envoyer. Quand vous faites le tour de nos musées aujourd'hui, vous avez très peu d'objets que vous pouvez trouver et qui sont bien conservés. Le problème se pose aujourd'hui. Alors, si ces objets devraient venir, effectivement, est-ce que les Africains ont pris les dispositions pour, effectivement, les mettre dans des endroits pour que ça puisse être mieux valorisé? Parce que c'est l'originalité quand même. C'est chez nous que ça a été pris pour être envoyé en France. Et si ça revient, ça veut dire que logiquement, on devrait plus leur donner de la valeur. Mais au-delà de ces questions-là, je pense qu'il y a une autre question qui est fondamentale. Et pourquoi la France décide aujourd'hui de nous restituer juste ces objets-là? Pourquoi Macron? C'est Macron qui a pris oui, mais la France, Macron, c'est la France. Voilà. Exactement. La France de Macron. Oui, voilà. Mais c'est comme un volet qui vient, il vous vole de l'argent, il le futilise pendant des années, après il vient, il vous remet votre argent sans intérêt, rien. Je pense qu'il y a même d'abord un problème qu'il faut se poser. Mais c'est un vol, parce que ces objets ont été pris dans quelles conditions? Les gens ne les ont pas cédés par gaieté des cœurs. Ça veut dire qu'on a pillé effectivement des objets de valeur, on est parti les conserver, ça produit effectivement des intérêts, etc. Aujourd'hui, comme peut-être la France a tellement emmagasiné d'argent, on dit, bon, écoute, c'est bon, on peut les retourner, les objets de valeur. Parce qu'effectivement, il y a des questions plus importantes. Oui, non, mais... Un nouveau genre de rapport, et ces genres d'actions, on est d'accord, masquent. C'est ce que je suis en train de vouloir dire justement. C'est ce que je suis en train de dire justement. On va vous envoyer ce que vous ne pouvez pas bien conserver, ou bien ce que vous aurez des difficultés à entretenir. Alors, il y a peut-être l'essentiel ailleurs. Aujourd'hui, la question qui fait débat, c'est quoi? C'est le franc CFA et le pillage des richesses naturelles. Donc, on va détourner effectivement l'attention des gens à travers cette histoire des objets culturels, tout en sachant qu'on n'aura pas assez de musées. Et l'autre aspect, il ne faut pas l'oublier. On va écouter les avis. De conserver ces objets. Je pense qu'on aura, en tout cas, l'espace nécessaire pour conserver ces objets ici. Ils ne sont pas des génies. Je pense que si c'est, comme on appelle, l'intellect pour réfléchir comment restaurer ces objets, en Afrique, on a des intellectuels, des hommes culturels qui peuvent faire ce travail. Ça va prendre du temps, mais je pense que le peu qu'on a, ils n'ont qu'à nous envoyer, on va essayer de conserver. Peut-être interpeller la conscience des Africains pour qu'on ne rapatrie plus ces objets culturels-là en Europe. Parce que aujourd'hui, c'est pas évident on que ça ne continue pas. Si fonctionnel, véritablement, et qui a à mesure de le faire, c'est le musée de Ouagadougou. Aujourd'hui, vous l'avez vu lors de la dernière SNC, le musée de Bobo est en voie de disparition. Exactement, c'est le problème. Vous avez autant de problèmes, notamment en termes de conservation, qu'il faut résoudre. Il ne faut pas attendre le jour où on vous dit allez à l'aéroport pour recueillir les objets du Burkina. On va se demander maintenant où les mettre, qui va s'en charger. Je pense qu'on a en tout cas les ressources humaines qu'il faut. Maintenant, il faut y ajouter les ressources. Il faut s'organiser, il faut anticiper. La statue de Mamio, Pobé Mengao, on a ramené la statue, mais après, il y a combien de gens qui retournent à Pobé Mengao pour aller voir? Voilà. Donc, il faut savoir raison garder. Je pense que ça devrait plutôt faire réfléchir pour voir comment préparer donc l'avenir, préparer une autre relation avec la France à travers ces objets qui ont une charge culturelle très forte, aussi pour notre mémoire, pour notre passé. C'est important. Et s'il le faut, peut-être certaines pièces, on peut les laisser là-bas en location. Oui, en attendant qu'ils nous ramènent l'argent pour qu'on construise. D'accord. Alors, c'est des pistes à explorer. C'est une collaboration peut-être
à creuser ou en tout cas davantage. Ça va être le mot de fin. Nous sommes pris par le temps et nous sommes au terme donc de cette émission. Merci à vous en tout cas pour vos différentes contributions. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission qui s'achève. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Dabadi Zumbara du journal Le Pays, alors Yacinthe Sanou de Omega FM, Kofi Ametepe, journaliste et enseignant, et Xavier Belem-Niegré de Radio Burkina. Merci de votre fidélité. L'information revient tout à l'heure à 13 h dans une présentation de Godefroy Bazier. Restez en compagnie de nos programmes.